Et si l'illettrisme de notre époque ne consistait pas à ne pas savoir lire des mots, mais à ne pas savoir lire sa propre vie? Nous vivons à une époque qui idolâtre l'éducation. Elle est devenue un mantra, un dogme, la solution par défaut à tous les problèmes. Les politiciens promettent plus de fonds pour l'école comme on promet de la pluie dans le désert. Les parents font des acrobaties émotionnelles et financières pour inscrire leurs enfants dans des institutions au nom de saints ou d'élites. Les entreprises vantent l'idée qu'il suffit d'étudier, de faire la bonne formation, et tout ira bien. L'éducation est devenue un talisman moderne contre l'échec. Mais il y a quelque chose de profondément étrange dans cette dévotion collective. Car même si l'on répète sans cesse que l'on croit en l'éducation, la vérité, c'est que cette foi est sélective jusqu'à la moelle. Voyez, personne sain d'esprit ne mettrait un pilote sans formation aux commandes d'un avion. Aucun hôpital ne laisserait quelqu'un ouvrir un crâne sans des années de neurochirurgie. On n'apprend pas les équations complexes aux enfants avant de leur enseigner l'addition. Lorsqu'il s'agit de technique, de science, de précision, nous sommes obsessionnellement pédagogiques. Mais lorsqu'il s'agit de vivre, vraiment vivre, il n'y a pas d'école, pas de programme, pas de cours, pas d'examen, juste de l'improvisation. C'est comme si la vie, cette force immense, confuse, imprévisible, pleine de beauté et de douleur, était considérée comme quelque chose que l'on apprend par osmose. Comme si le vivre ensemble, l'amour, le choix d'une profession, l'anxiété, le deuil, la vieillesse, j'étais chaud des compétences qui surgissent de nulle part. Mais ce n'est pas le cas. On ne naît pas en sachant comment gérer la peur de l'abandon, la honte d'une erreur, la frustration de ne pas être ce que les autres attendaient. Mais personne ne nous l'enseigne. Et c'est peut-être pour ça que tant de gens se noient dans des silences qu'ils ne savent pas nommer. On dirait un monde où l'on enseigne avec ardeur à multiplier des matrices, mais où personne n'apprend à multiplier l'estime de soi. Où l'on apprend à calculer l'angle exact d'une parabole, mais jamais le moment juste pour quitter une relation toxique. Ce n'est pas que l'éducation ait échoué, c'est qu'elle a été façonnée pour ne servir qu'une partie de la vie, celle qui peut être mesurée, quantifiée, certifiée. L'autre partie a été livrée au hasard. Et c'est là que le paradoxe éclate. Comment une civilisation si passionnée par l'enseignement peut-elle délaisser les questions les plus vitales? Comment une société capable de former des athlètes olympiques avec une précision millimétrique, des médecins avec des protocoles rigoureux, des ingénieurs avec des méthodes exactes, peut-elle croire que l'amour, la tristesse, le choix d'une vocation, le besoin d'appartenance, la solitude, sont des instincts automatiques? D'où vient cette idée que ressentir est facile? Peut-être du malaise. Parce que enseigner à vivre, c'est plonger dans des zones grises. C'est avoir l'humilité d'admettre qu'on ne sait pas tout, qu'il n'existe pas de formule unique pour la souffrance humaine. Et ça fait peur. Alors on préfère faire semblant. On prétend que les grandes questions de la vie sont trop subjectives, trop personnelles, trop compliquées. On les relègue à l'art, à la religion, au développement personnel, comme si l'éducation, la vraie, était un territoire réservé à la raison. Mais soyons lucides. Combien de personnes connaissez-vous qui ont fréquenté des écoles prestigieuses, accumulé des diplômes, appris 5 langues, et ne savent pas faire face à un rejet amoureux? Combien de figures brillantes dans les sciences où les affaires s'effondrent parce qu'elles ne supportent pas la solitude, parce qu'elles ne savent pas écouter sans attaquer, parce qu'elles n'acceptent pas de vieillir, parce qu'elles ont accumulé tant de rancune qu'elles sont devenues acides à l'intérieur, tout en étant admirables en apparence? La question est simple. Quel type d'alphabétisation ne nous apprend pas à nous lire nous-mêmes? Des enfants sont formés pour devenir PDG à 15 ans, mais ne savent pas quoi faire quand leurs parents divorcent.
Des adolescents primés en mathématiques olympiques n'ont jamais entendu quelqu'un leur expliquer que la peur de l'échec n'est pas une faiblesse, c'est humain. Des adultes construisent des fusées, des élites des fusées, mais ne savent pas dire « je t'aime » sans se sentir ridicule. Ce n'est pas d'intelligence que nous manquons, c'est d'éducation émotionnelle, d'un espace où la vie intérieure serait prise au sérieux, comme l'algèbre, d'un lieu où l'on apprendrait que la souffrance a un nom, que l'échec fait partie du chemin, que le regret peut être une boussole, pas une condamnation. Pourquoi n'avons-nous jamais eu de cours sur le deuil? Pourquoi personne ne nous a dit que se sentir perdu à 30 ans n'est pas une erreur? C'est une étape? Pourquoi grandit-on en entendant que la réussite professionnelle est tout, mais sans apprendre à gérer le vide qui reste une fois qu'on y arrive? Parce qu'éduquer à la vie demande de la vulnérabilité. Et la vulnérabilité ne donne pas de notes, ne rapporte pas de trophées, ne se met pas sur un CV. Mais elle sauve. Elle sauverait, par exemple, des milliers de personnes qui ont honte de leur propre fatigue, qui se blâment de ne pas être assez fortes, qui croient qu'elles ont chichia, qui croient qu'elles ont un problème parce qu'elles ne sont pas heureuses de ce qui devrait, en théorie, avoir du sens. Elles sauveraient des parents qui ne savent pas comment aimer leurs enfants sans reproduire les traumatismes hérités. Des professionnels épuisés qui ne savent pas comment demander de l'aide. Des couples qui s'aiment mais vivent en guerre, faute d'avoir appris à vraiment se parler. Et peut-être que la question la plus troublante est celle-ci. Si nous savons que personne ne naît en sachant vivre, pourquoi insistons-nous pour que chacun l'apprenne seul? C'est comme jeter quelqu'un à la mer et espérer qu'il découvre la nage par instinct. Oui, certains y arrivent. Mais beaucoup coulent. Et la société s'est tellement habituée à ces noyades silencieuses qu'elle a fini par banaliser la souffrance. C'est cela qu'il faut briser. Il ne s'agit pas de remplacer les mathématiques ou la physique. Il s'agit d'élargir notre conception de l'éducation, d'y inclure l'existence comme matière légitime, de donner autant de valeur à ce qui nous forme de l'intérieur, aux émotions, aux liens, à la conscience du temps, à la capacité de perdre et de continuer. Car la vie est une discipline complexe, remplie d'épreuves invisibles. Et chacun de nous, sans le savoir, est dans une salle de classe permanente appelée quotidien. Sauf que dans cette salle, les professeurs se taisent souvent. Et le silence éduque mal. C'est pourquoi il est peut-être temps de se demander, et si une école pour cela existait? Une école qui ne nous juge pas de ne pas savoir, qui ne nous exige pas de résilience sans d'abord nous apprendre à reconnaître notre propre fatigue. Une école qui voit dans les crises une opportunité, pas un échec. Qui comprend qu'apprendre à vivre n'est pas un luxe, c'est une urgence. Cela paraît utopique. Mais c'est peut-être juste ce qui devrait être évident. Et c'est là que tout commence. Pas avec un tableau noir, mais avec le courage de dire « ça aussi, ça doit s'enseigner ». Est-ce que quelqu'un t'a déjà vraiment appris à choisir avec qui partager ta vie? Quelqu'un t'a-t-il déjà expliqué, avec clarté, avec patience, ce qu'est l'amour? Pas l'amour idéalisé des films, mais cet amour réel, fait de routine, d'imperfection, de réconciliation, de désirs changeants, de blessures qui s'accumulent et qu'il faut nettoyer comme la poussière dans les coins de la maison? Quelqu'un t'a-t-il dit que choisir une personne à aimer est à la fois un acte de courage et un pari dans le noir? Qu'une relation est toujours un accord entre deux incertitudes qui essaient d'avancer ensemble? Non. La plupart d'entre nous avons appris l'amour en entendant nos parents se disputer à minuit, en observant des silences lourds autour de la table du dîner, en expérimentant l'abandon de quelqu'un qui n'est jamais revenu, ou la présence de quelqu'un qui est resté, mais n'a jamais su comment prendre soin. Et malgré tout, on continue, on essaie, on aime comme on peut, parfois en se trompant tellement qu'on blesse ceux qu'on voulait protéger.
Mais la vérité doit être dite. Nous n'avons pas été éduqués à aimer. Et l'amour n'est que le début de la liste. Quand est-ce qu'on t'a vraiment appris à choisir une carrière, à identifier ce qui te fait vibrer, à distinguer entre ce que tu veux être et ce que les autres attendent que tu sois? Depuis l'enfance, on nous répète les mêmes phrases. Choisis quelque chose qui rapporte. Aie un plan B. Ne rêve pas trop grand. Mais personne ne nous demande qu'est-ce qui te fait perdre la notion du temps? Qu'est-ce que tu ferais même si personne ne t'applaudissait? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur d'échouer? Et alors, on suit des chemins entiers qu'on n'a pas vraiment choisis. Il y a des gens qui deviennent avocats parce que leur père l'était. D'autres deviennent médecins parce qu'ils voulaient sauver quelqu'un qu'ils ont perdu. D'autres encore deviennent fonctionnaires parce qu'on leur a dit que c'était stable. Il n'y a rien de mal à ces choix. Le problème, c'est quand ce ne sont pas des choix. Ce sont des murs, des conditionnements, des fuites déguisées en sécurité. Et alors on voit cette personne à succès, avec un bon salaire, un statut, mais un regard vide. Un corps qui va travailler chaque jour, mais une âme qui ne suit plus. Personne ne nous a dit que le prix d'ignorer qui l'on est peut être une vie entière d'apathie déguisée en discipline. Et le plus cruel, quand quelqu'un ose changer, ose recommencer, ose dire « ce n'est pas pour moi », on le traite d'instable, d'ingrat, d'immature, comme si le courage de rompre était un défaut et non un signe de lucidité. Maintenant, respire. Pense aux vraies questions, celles qui viennent te visiter au milieu de la nuit quand le bruit du monde s'estompe. C'est quoi le succès pour moi? C'est quoi la liberté? Pourquoi ai-je si peur de vieillir? Que faire de cette colère que je ressens et que je ne sais pas où mettre? Comment arrêter de me haïr pour des erreurs commises il y a 10 ans? Ce ne sont pas des questions simples, mais elles sont vraies. Elles sont à toi. Elles sont à nous. Et tu sais ce qu'il y a de plus dur? C'est que tu peux vivre toute une vie sans avoir jamais eu l'espace pour formuler ces questions. Parce que le monde ne laisse pas le temps. Il te pousse à produire, à courir, à montrer des résultats, à accumuler, à te comparer, mais rarement à t'arrêter. Non, à t'arrêter et demander « Est-ce que ça a du sens pour moi ?» Je me souviens d'une femme qui m'a écrit. Elle avait 47 ans, 2 enfants, un mariage apparemment stable, un bon poste de cadre dans la finance. Tout semblait en ordre, comme on dit. Mais elle pleurait chaque soir en allant dormir, sans savoir pourquoi. Pendant des mois, elle alla cacher ses larmes jusqu'à ce qu'un soir, son fils de 10 ans entre dans la chambre et lui demande « Maman, tu es triste à cause de moi. » Et c'est là qu'elle a tout compris. Elle n'en pouvait plus. Ce n'était la faute de personne, mais c'était la somme de tout ce qu'elle avait avalé sans jamais le dire. C'était le poids des choix faits sans amour de soi. C'était la vie qu'elle avait construite en suivant les manuels des autres. C'était l'absence d'éducation émotionnelle. Et elle a posé pour la première fois « Qui suis-je quand personne ne me regarde ?» Peut-être que c'est cette question qui peut nous sauver. Peut-être que c'est là que commence la véritable éducation. Mais l'école traditionnelle ne parle pas de ça. Le concours d'entrée n'évalue pas ça. LinkedIn ne valorise pas ça. L'Église, que souvent, garde le silence. Et les parents, même pleins d'amour, ne savaient pas comment l'enseigner. Alors tu grandis. Tu deviens adulte. Et soudain, on attend que tu saches vivre, que tu saches aimer, que tu saches poser tes limites, que tu saches prendre soin des autres, que tu saches gérer les pertes, les échecs, les désillusions. Mais personne ne t'a jamais appris. C'est comme si la vie te donnait un contrôle surprise. Et toi,
par peur d'échouer, tu copies le voisin, même si lui non plus ne sait pas ce qu'il fait. Et ainsi se répand une épidémie silencieuse de gens perdus qui prétendent que tout va bien. L'anxiété est devenue épidémie, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous avons été entraînés à réprimer. On nous a appris à réciter les capitales du monde, mais pas à reconnaître une crise d'angoisse. On nous a obligés à faire des travaux de groupe avec des gens qu'on n'aimait pas, mais jamais appris à construire de l'intimité. On nous a punis pour avoir mal résolu une équation, mais jamais consolés pour avoir pleuré sans raison. Et on continue à se blâmer de ne pas savoir ce que personne ne nous a appris, à se juger pour ressentir ce que tout humain ressent, à s'isoler parce qu'on pense être les seuls à être brisés. Mais je vais te dire une vérité simple et dure. Tout le monde essaie de comprendre quoi faire de sa propre douleur. Certains la déguisent mal et c'est mieux. D'autres tombent malades en silence. Certains explosent de colère. D'autres s'anesthésient, mais tous, sans exception, portent un champ de bataille à l'intérieur. Et s'il existait un lieu où on pourrait regarder ça en face, en parler, l'étudier, sans honte, sans culpabilité, sans peur. L'idée n'est pas de créer un manuel du bonheur, mais une base, un vocabulaire, un espace d'écoute et de compréhension, parce que la souffrance grandit dans le silence. Et ce qu'on ne comprend pas nous contrôle. Alors oui, c'est urgent. C'est urgent d'apprendre ce que personne ne nous a appris. C'est urgent de parler de comment reconnaître une relation toxique. C'est urgent d'enseigner qu'il n'existe pas d'âme sœur parfaite, mais des partenariats construits. C'est urgent de comprendre que changer de carrière n'est pas un échec, c'est un signe de croissance. C'est urgent de montrer que l'argent est important, mais ne remplit pas le vide existentiel. C'est urgent d'expliquer que la peur est normale et que le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. C'est urgent d'enseigner que vieillir n'est pas une perte, c'est une révélation. C'est urgent de dire que le regret n'est pas une prison, c'est une graine. Tout cela devrait être une matière, un enseignement de base, un sujet dans chaque famille, chaque école, chaque entreprise. Mais tant que ça ne l'est pas, nous devons créer des espaces où cela existe. Et c'est pour cela que ce canal existe. C'est pour cela que cette vidéo a été faite. Pas pour t'amuser, mais pour te rappeler que tu n'es pas seul, qu'il y a du sens dans tes questions, qu'il y a de la valeur dans tes douleurs, qu'il y a une sagesse à construire, non pas là-bas, mais ici, en toi. Elle n'a pas de visage, elle ne frappe pas à la porte, elle n'annonce pas son arrivée, mais elle envahit. Et quand tu t'en rends compte, elle a déjà pris le contrôle de tes mains, de tes pensées, de ta respiration. Elle est dans tes habitudes, tes retards, tes excuses, l'anxiété. Ce n'est pas juste un terme technique, c'est un territoire, un endroit sombre en toi qui déforme le paysage, même par temps ensoleillé. C'est comme si quelque chose était sur le point d'arriver, même quand il ne se passe rien. Un état d'alerte permanent, une sirène invisible qui ne s'éteint jamais. Mais d'où vient-elle? Pourquoi avons-nous des crises de panique au milieu du supermarché? Pourquoi tremblons-nous avant de dormir, même après une journée normale? Pourquoi nous réveillons-nous avec une oppression dans la poitrine sans en connaître la cause? L'anxiété n'est pas seulement la peur de l'avenir, c'est aussi le poids du passé. C'est l'accumulation de tout ce que tu as avalé en silence. Ce sont les conversations que tu n'as jamais eues, les choix faits par peur, les mots que tu voulais dire mais qui sont restés coincés, les oui que tu as dit quand tu avais envie de hurler non. C'est le corps qui dit ce que ta bouche n'a jamais osé formuler. Et même si tu essaies de la cacher, elle se révèle dans les retards qui se répètent,
dans le besoin compulsif de plaire, dans la difficulté à rester seul, dans l'addiction aux réseaux sociaux, dans la peur de s'arrêter. Car dans le silence, les pensées crient. Mais si l'anxiété n'était pas ton ennemi, et si elle était un appel à l'aide mal interprété, et si elle était le signal qu'une partie de toi demande à être vue et non ignorée. Ça peut sembler étrange à dire, parce que tout ce que l'on veut, c'est qu'elle disparaisse. Mais la vérité, c'est que ce que tu fuis tend à te poursuivre, et ce que tu accueilles peut se transformer. Réfléchis avec moi. As-tu remarqué que l'anxiété grandit quand tu essaies de paraître quelqu'un que tu n'es pas? Quand tu te forces à sourire alors que tout en toi réclame une pause? Quand tu t'obliges à entrer dans des cadres qui te rétrécissent? Pourquoi ça arrive? Parce que faire semblant épuise. Parce que s'éloigner de soi a un prix. Et ce prix s'appelle anxiété. C'est comme vivre en guerre contre son propre corps. Un champ de mine entre ce que tu ressens et ce que tu penses devoir ressentir. Et le pire, la société t'applaudit pour ça. Elle te félicite d'être toujours disponible. Elle te valorise pour ton surmenage. Elle t'admire parce que tu ne dis jamais non. Elle te qualifie de fort pendant que tu te brises à l'intérieur. Qui nous a appris que vivre au bord de l'effondrement, c'était réussir? Il y a quelque chose de profondément malade dans une culture qui glorifie l'épuisement, qui transforme la productivité en identité, qui mesure la valeur humaine à la performance. Que se passe-t-il quand l'âme demande du repos, mais que l'agenda exige un nouveau projet? Que se passe-t-il quand le corps chuchote qu'il est à bout et que tu réponds avec de la caféine? Il se passe que l'anxiété devient la norme, l'insomnie devient ordinaire, la douleur thoracique devient une habitude. L'épuisement émotionnel est traité comme un caprice. Mais voici un choc de réalité. Tu n'es pas fait pour vivre comme ça. Tu n'es pas né pour vivre en hypervigilance. Tu n'as pas besoin de prouver quelque chose tout le temps. Tu n'es pas une machine avec un objectif de production. Tu es un être humain, plein de peurs, de souvenirs, de limites, de désirs, d'erreurs, de besoins. Et tout cela est légitime. Mais un système entier, éducatif, professionnel, social, tente de te convaincre du contraire. Il te pousse vers un idéal de perfection inaccessible. Il te fait croire que la fatigue est un échec, que s'arrêter est de la paresse, que la vulnérabilité est une faiblesse. As-tu déjà réfléchi au nombre de fois où ton anxiété vient de l'effort de cacher ton humanité? Et si ce que tu ressens n'était pas un défaut, mais une boussole, et si ta crise n'était pas la fin, mais le début d'un appel intérieur, que se passerait-il si, au lieu de réprimer, tu écoutais? Je sais, ça fait peur. Écouter ce que l'on ressent peut être inconfortable. Ça peut réveiller des souvenirs que tu avais enterrés. Ça peut te révéler que tu n'es plus à ta place. Ça peut te montrer qu'il faut changer quelque chose. Mais ne pas écouter a aussi un prix. Et ce prix, c'est vivre en pilote automatique. C'est tomber malade à petit feu. C'est devenir expert en fuite de soi-même. Et le corps finit par réclamer. Par une gastrite qui ne guérit pas. Par une tension qui bloque tes épaules. Par un souffle coupé en pleine réunion. Par des larmes bloquées qui explosent dans des moments anodins. L'anxiété n'est pas seulement psychologique, elle est physique. Elle se vit dans le corps, dans les muscles, les os, la peau. Et elle a des causes, elle a un contexte, elle a une histoire, elle a des racines. C'est pourquoi il ne suffit pas de vouloir éliminer l'anxiété comme on prend un cachet pour un mal de tête. Il faut déchiffrer ce qu'elle essaie de dire. Qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'agite? Qu'aimerais-tu changer, mais tu n'as pas encore eu le courage? Peut-être que tu vis dans un endroit où tu ne te sens pas chez toi, que tu travailles dans quelque chose qui ne respecte pas ton âme, que tu maintiens des relations déjà fanées, que tu portes des promesses qui n'ont plus de sens,
Tout cela rend malade. Tout cela s'accumule. Tout cela devient symptôme. Et l'anxiété n'est que la pointe de l'iceberg. En dessous, dans les profondeurs, il y a les histoires que tu portes, les croyances qu'on t'a imposées, les traumatismes que tu n'as jamais nommés, les fois où l'on t'a dit que tu étais trop ou pas assez. Et tout cela forme un monde intérieur qui crie quand tu essaies de le faire taire. Mais si tu n'avais pas à affronter tout ça seul, et s'il existait un endroit pour apprendre, un espace pour formuler, un langage pour comprendre ce que tu ressens, c'est pour cela qu'existe l'école de la vie. Pour te rappeler que la santé émotionnelle n'est pas un luxe, c'est une structure, c'est une base. C'est le sol stable sur lequel marcher quand tout s'écroule dehors. Et ici, on ne te propose pas de solution magique, parce qu'il n'y en a pas. Ce qu'il y a, c'est la possibilité d'apprendre à t'écouter, à te comprendre, à te traiter avec dignité. L'anxiété n'a pas besoin d'être une ennemie. Elle peut être une guide. Elle peut être un signal doux qu'il est temps de réorganiser ta vie. Et ça, c'est possible. Pas en une nuit, mais pas à pas. Question après question. Courage après courage. Et tu n'as pas besoin d'attendre d'exploser pour demander de l'aide. Tu peux commencer maintenant. Tu peux t'autoriser à ralentir. Tu peux regarder à l'intérieur sans honte. La vie n'attendra pas que tu ailles bien pour continuer. Mais tu peux choisir d'avancer avec plus de conscience, avec plus de douceur, avec plus de vérité. Et si ce qui te paralyse aujourd'hui n'était pas la peur de l'avenir, mais le poids de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait dans le passé, il y a quelque chose que personne ne t'a dit à propos du temps. Le temps ne guérit pas. Le temps accumule. Et ce que tu ne regardes pas, ce que tu ne nommes pas, ce que tu n'affrontes pas, il le transforme en pierre. Et tu continues à le porter. Honte, regret. 2 mots courts, mais qui brûlent comme des fils électriques dénudés. Rien ne se voit de l'extérieur, mais tout brûle à l'intérieur. Et on apprend, dès l'enfance, à cacher, à refouler, à dissimuler. Mais as-tu remarqué que certaines choses ne passent tout simplement pas? Tu essaies d'avancer, tu changes de maison, tu changes de travail, tu modifies ta coupe de cheveux, tu supprimes des photos. Mais au cœur de la nuit, quelque chose revient. Un souvenir, un geste, une phrase que tu as dite ou entendue et qui résonne encore des années plus tard. As-tu déjà eu honte de la personne que tu as été? As-tu déjà rêvé d'avoir une gomme émotionnelle pour effacer cette erreur, ce jour, ce moment qui tourne en boucle dans ta tête comme si ça se passait encore? Tu n'es pas seul. La honte est une prison silencieuse. Elle ne hurle pas, mais elle étouffe. Elle ne saigne pas, mais elle paralyse. Et pire encore, elle te convainc que tu mérites ce châtiment. Et le regret est le geôlier. Il te murmure, jour après jour, tu n'avais qu'à faire autrement. Tu savais. Tu étais trop faible, ou trop stupide, ou trop égoïste. Et ainsi naît en toi une narration cruelle, une version déformée de ton histoire, où tu deviens le méchant de ton propre récit. Et comment contester cette version, quand personne ne nous a appris à faire la paix avec le passé? L'école ne nous a jamais parlé de ça. Les adultes admettent rarement leurs erreurs. La religion échange souvent la rédemption contre la culpabilité. Internet prétend que tout le monde est parfait et vit dans une gratitude constante. Alors on grandit en croyant que ceux qui échouent ne méritent même pas le pardon, ni des autres, ni de soi-même. Mais voici une vérité que tu dois peut-être entendre à haute voix. Tu n'es pas ce que tu as fait dans ton pire moment. Tu es aussi celui qui a souffert, celui qui ne savait pas ce qu'il sait aujourd'hui, celui qui essayait de survivre, celui qui n'avait pas de soutien,
celui qui a agi par peur, par impulsion, par ignorance, par besoin, par désespoir, et parfois, oui, par égoïsme. Mais même cela ne te définit pas entièrement. Et si la honte et le regret n'étaient pas des preuves de ta cruauté, mais des signes de ta conscience? Et si ce malaise que tu ressens était le signe que tu n'es déjà plus cette ancienne version de toi-même? C'est beau à dire, mais en pratique, ça fait encore mal. Parce que la honte ne disparaît pas avec de jolis discours. Elle a besoin d'un processus, d'une écoute, d'une reconstruction intérieure. Allons un peu plus loin. Tu te souviens de cette fois où tu as menti et blessé quelqu'un qui te faisait confiance? Ou de ce moment où tu es resté silencieux alors que tu aurais dû défendre quelqu'un? Ou encore de cette opportunité que tu as laissée passer par manque de courage? Combien de fois es-tu retourné mentalement à cet instant en te disant que tu referais tout autrement? Combien de nuits as-tu troqué ton sommeil contre des dialogues imaginaires où tu disais enfin ce que tu aurais voulu dire? Et si tu avais une chance de revivre ce moment? La réponse est simple et cruelle. Tu ne l'as pas, mais cela ne veut pas dire que tu es condamné. Cela signifie que la vie t'invite à quelque chose de plus difficile, c'est de plus profond que de revenir en arrière. Avancer avec conscience. Et c'est bien là le dilemme. Parce qu'avancer alors que tout fait encore mal, c'est presque trahir la douleur. C'est comme banaliser, comme oublier. Mais voici une révélation qui peut tout changer. Avancer, ce n'est pas oublier, c'est intégrer. C'est donner une place à la douleur, pas qu'un trône. C'est laisser la blessure cicatriser sans devoir la rouvrir chaque jour. C'est apprendre de ce qui t'a fait mal, sans t'y réduire, mais cela ne s'enseigne dans aucune matière scolaire. Il n'y a pas d'examen d'empathie, pas de diplôme de compassion envers soi-même, pas de certificat d'humanité. Alors tu fais semblant. Tu fais comme si tu avais tourné la page, comme si tu t'en fichais, comme si le passé était derrière toi. Mais le corps sait, le corps se souvient, la respiration change, les muscles se tendent, l'humeur varie, la raideur s'installe, et tu ne comprends même pas pourquoi. Mais maintenant, tu sais. Parce que la honte ne naît pas seule. Elle grandit dans l'obscurité. Elle se nourrit du silence, de l'isolement, de la comparaison avec des vies parfaites. Et elle se cache derrière l'ironie, l'arrogance, la froideur. Combien de fois as-tu traité quelqu'un durement simplement pour te protéger de ta propre honte? Et combien de fois t'es-tu éloigné de ceux que tu aimais? Non pas par indifférence, mais parce que tu ne te sentais pas digne d'être aimé. Le regret ne détruit pas que le passé. Il sabote le présent. Il empoisonne les nouvelles opportunités. Il te pousse à saboter de nouvelles relations, par peur de répéter les erreurs anciennes. Mais tu dois entendre ça maintenant. Se tromper ne fait pas de toi quelqu'un d'indigne de réessayer. Cela fait de toi un humain. Et tu sais quoi d'autre? La honte perd son pouvoir quand elle est exposée à la lumière. Quand tu en parles, quand tu partages, quand tu comprends que tu n'es pas seul. La douleur la plus insupportable est celle que tu crois être le seul à ressentir. Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde a déjà eu honte. Tout le monde a déjà regretté. Tout le monde a un secret qu'il préférerait oublier. Mais tout le monde n'a pas eu quelqu'un pour dire « tu peux apprendre de ça, tu peux reconstruire ». Et c'est pour ça que tu es ici, parce qu'au fond, tu veux comprendre, tu veux te libérer, tu veux savoir s'il existe une autre manière de vivre, sans porter la culpabilité comme un boulet. Et je te le dis, elle existe, mais elle demande du courage pour te regarder en face, pour accepter que tu n'es pas parfait, pour arrêter de te punir et commencer à te traiter comme tu traiterais un ami précieux, pour dire « oui, j'ai fauté ». Mais ça, ce n'est pas la fin de mon histoire. La honte n'est pas une sentence, c'est un symptôme. Le regret n'est pas une punition, c'est une invitation. Une invitation à mûrir, à grandir, à faire autrement.
mais seulement si tu acceptes que tu mérites ça. Et oui, tu le mérites. Tu mérites de te pardonner. Tu mérites de recommencer. Tu mérites de te regarder dans le miroir et de voir plus qu'une erreur. Tu mérites de regarder en arrière et de comprendre, pas de te haïr. Et si cela te semble loin, c'est OK. Le chemin commence au moment où tu cesses de fuir. As-tu déjà dû dire adieu à quelqu'un qui était encore là? Le deuil ne prend pas toujours la forme d'un cercueil. Il n'y a pas toujours de fleurs, de veillées, de discours ou d'embrassades. Parfois, le deuil est invisible. C'est l'absence de quelque chose que personne ne remarque, mais que tu ressens avec tout ton corps. C'est perdre une amitié qui comptait plus que tout. Un rêve qui te portait. Une version de toi-même qui ne reviendra jamais. Et le plus effrayant, c'est que personne ne nous prépare à ça. Personne ne nous apprend que la vie, même en grandissant, rétrécit aussi. Qu'avoir de la maturité, c'est souvent savoir perdre. Et que perdre, même quand c'est nécessaire, fait plus mal qu'on ose l'admettre. Depuis petit, on nous dit que ça passera. Mais certaines pertes ne passent pas. Elles restent. Elles se transforment. Elles changent de place. Elles se cachent derrière des sourires. Elles s'installent dans des tiroirs fermés. Mais elles sont là. Toujours là. As-tu déjà pleuré pour quelqu'un qui est encore en vie? As-tu déjà eu la nostalgie d'une maison, d'une odeur, d'une époque de ta vie, comme d'un pays étranger où tu sais que tu ne retourneras jamais? As-tu déjà compris qu'il existe une douleur qui ne s'éteint pas, mais à laquelle on s'habitue? C'est ça le deuil. Et le deuil n'est pas que la mort. C'est l'absence. C'est ce qui ne revient plus. Et le problème n'est pas seulement dans la douleur. Il est dans le manque d'espace pour la déposer. Parce que lorsqu'une personne meurt, la société t'accorde un moment. Mais quand un amour s'achève, quand tu perds ton emploi, quand tu abandonnes un projet auquel tu croyais, quand tu t'éloignes d'un ami d'enfance ou que tu changes simplement, la douleur est traitée comme un caprice. C'est toi qui l'as voulu. Tourne la page. Arrête de dramatiser. Mais si je te disais qu'il existe plus de 40 formes de deuil reconnues par la psychologie moderne, le deuil lié à un changement de carrière, à un déménagement, à une perte symbolique, à une mutation identitaire, le deuil de vieillir, le deuil de comprendre que tes parents ne sont pas des héros, le deuil de réaliser que la personne que tu aimes ne t'aimera jamais de la même manière. Et pourtant, on avale. On sourit pendant les repas du dimanche. On fait des blagues dans les groupes WhatsApp. On poste sur les réseaux comme si tout allait bien. Mais la douleur reste. Silencieuse, mais présente. C'est pour ça que tant de gens tombent malades en silence. Parce que le deuil nié devient symptôme. Il devient anxiété. Il devient dépendance. Il devient apathie. Il devient colère déguisée. Il devient insomnie chronique. Il devient ce sentiment constant qu'il manque quelque chose, même quand tout semble à sa place. C'est pour cela qu'il est urgent de parler du deuil que personne ne reconnaît. Le deuil de tout ce qui est parti sans demander la permission. De tout ce que tu as dû laisser, sans encore savoir l'accepter. Fais une pause. Inspire profondément. Essaie de te souvenir d'une chose que tu as dû abandonner. Quelque chose qui vit encore en toi, même si c'est mort à l'extérieur. Cette mémoire est une balise. Elle prouve que tu es en vie. Et que vivre, ce n'est pas seulement conquérir, c'est aussi perdre. Tu as déjà entendu parler du pic de douleur différé? C'est quand la souffrance est tellement repoussée, tellement niée, qu'elle revient plus tard, avec des intérêts émotionnels. C'est pour ça que parfois tu pleures, sans savoir pourquoi. Ou que tu ressens une tristesse profonde un mardi à 16h, sans raison apparente. Peut-être qu'un deuil ancien réclame sa place. Une étude publiée par la Harvard Medical School a montré que 70% des personnes
souffrant de troubles de l'humeur grave, portent des deuils non résolus. Et plus de la moitié d'entre elles ne les ont jamais reconnus comme des deuils. Elles ont appelé ça faiblesse, stress, syndrome prémenstruel, des trucs dans ma tête. Mais ce n'était pas des caprices, c'était de la douleur légitime et refoulée. Et là, un autre point crucial. Nous vivons dans une culture qui n'autorise le deuil que face à la mort physique, et même là, seulement pour un temps. Tu reçois quelques jours de congé, des fleurs, des messages de condoléances. Ensuite, le monde attend que tu reprennes le cours, que tu souris, que tu produises, que tu sois fonctionnel. Mais la douleur n'a pas de calendrier, elle n'a pas de deadline. Elle a son propre rythme. Et parfois, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un espace sûr pour dire « Je n'ai pas encore tourné la page. Je pleure encore. J'attends encore cet appel. Je rêve encore de ça. Je pense encore à la version de moi qui est restée là-bas. Parce que tu peux changer de vie, changer de ville, changer de coiffure. Mais tu porteras toujours en toi les traces de ce qui t'a construit et de ce qui t'a brisé. Pas comme un fardeau, mais comme une part de ton humanité. Tu savais que les Japonais ont un mot pour ça? Natsukashi, une mélancolie douce et tendre envers quelque chose de passé, que tu sais ne jamais retrouver, mais que tu gardes avec affection. Ce n'est pas une plainte, c'est une reconnaissance. Que tout ce qui passe laisse une marque, et cette marque fait partie de toi. Et si on cessait de fuir cela? Et si, au lieu de cacher nos deuils, on les intégrait? Parce que vivre, c'est fondamentalement cohabiter avec les pertes. Et ceux qui ne savent pas perdre, ne savent pas gagner non plus. Si, jusqu'ici, tu as reconnu une douleur ancienne qui n'a jamais eu de place pour exister, alors tu fais quelque chose d'immense. Tu es en train de laisser cette douleur parler. Et cela, en soi, est déjà une transformation. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'il existe un type de deuil encore plus cruel. Le deuil de ce que tu as toi-même détruit. Quand tu es responsable de la perte. C'est cette relation qui s'est terminée parce que tu as trahi. Ce projet qui a échoué parce que tu as procrastiné. Cet éloignement parce que tu n'as pas su écouter. Cette version de toi qui s'est perdue parce que tu n'as pas su dire non à temps. Ce deuil s'accompagne de culpabilité, de honte, d'auto-accusation. Et c'est pourquoi beaucoup essaient de le cacher. Ils font comme si ça ne faisait pas mal. Mais ça fait mal. Très mal. Mais une douleur niée, comme on l'a vu, ne disparaît pas. Elle change de forme, elle s'infiltre dans les relations, sabote les opportunités, nous transforme en version défensive, rigide, contrôlante. Parce que ceux qui ont peur de perdre se protègent de l'attachement. Et ceux qui ne veulent plus souffrir évitent de s'impliquer. Mais au fond, ce que tout le monde veut, c'est la même chose, se permettre de ressentir, sans culpabilité, sans précipitation, sans jugement. Et c'est pour cela que nous devons revendiquer le deuil comme un droit. Le droit de dire au revoir, le droit de clore un chapitre, le droit de faire le deuil. Car ce n'est qu'alors qu'on peut laisser la place à un vrai recommencement. Oui, il est possible, mais pas avant une vraie séparation. Et si le temps n'était pas ton ennemi, mais la leçon la plus profonde que tu n'as pas encore eu le courage d'écouter, il existe une peur qui plane au-dessus de nous tous, même si personne n'en parle avec sincérité. Une peur qui se déguise en vanité, en précipitation, en comparaison, en déni. Une peur enterrée sous les régimes, les filtres, les interventions esthétiques, les marathons, les objectifs et les promesses de « il est encore temps ». Mais elle est toujours là, silencieuse, invisible, mais absolue, la peur de vieillir. Tu peux essayer de la nier, te distraire avec le travail, les voyages, les réussites, dire que ça ne t'atteint pas. Mais parfois,
Il suffit d'un miroir, d'une vieille photo, d'un ami qui ne revient plus, d'un examen médical, d'une mauvaise nouvelle. Et tout revient. Vieillir dans notre culture est presque une honte, comme si le passage du temps était un échec, comme si la jeunesse était la seule version valable de l'existence. Mais la vérité est ailleurs. Le temps ne détruit pas, le temps révèle. Et c'est peut-être pour cela qu'il fait si peur, parce que plus il avance, moins tu peux maintenir tes masques, moins tes versions inventées de toi tiennent debout, moins tes illusions survivent. Et la question que le temps te pose, sans pause, sans pitié, est brutale. Qu'as-tu fait de tout ce qu'on appelle la vie? Tu l'as peut-être déjà ressenti. Cette gêne quand une année s'achève et que tu te rends compte que tu attends toujours le bon moment. Cette urgence de tout accomplir maintenant parce que tu n'as plus de temps à perdre. Ou cette tristesse diffuse qui revient aux anniversaires, à Noël, lors des retrouvailles. La tristesse de réaliser que le monde a tourné et que tu ne sais pas vraiment ce que tu as fait de ces derniers cycles. Mais ce n'est pas seulement ta faute. Nous vivons dans une époque qui idolâtre le neuf, le jeune, le frais, l'inédit, le commencement. Jamais le milieu, encore moins la fin. La jeunesse est devenue une marchandise. Toute une industrie s'agite pour te convaincre que vieillir est une erreur, qui peut être corrigée, avec des crèmes, des chirurgies, des compléments, du jeûne intermittent, du biohacking, du rajeunissement cellulaire. Tu ne peux pas simplement être ce que tu es. Tu dois avoir l'air d'avoir 10 ans de moins. Faire croire que tu as encore tout le temps. Agir comme si rien ne changeait. Mais tout change. Toujours. As-tu déjà ressenti cette fatigue que même une bonne nuit de sommeil ne guérit pas? As-tu déjà senti tes priorités changer sans prévenir? As-tu déjà perdu le goût de choses qui te faisaient vibrer? As-tu déjà regardé autour de toi et pensé « Mes amis disparaissent, Aneda ?» C'est le temps qui te murmure « Tu n'es plus le même ». Et c'est normal. Mais le monde fait semblant que c'est un défaut. Il prétend que tu dois te réinventer sans cesse. Il fait croire que la maturité est une perte de puissance, que les rides sont des erreurs, que les cheveux blancs sont des signes de faiblesse, que la lenteur est de l'inefficacité, que la contemplation est de la paresse. Et c'est pour cela que tant de gens, en vieillissant, tombent malades de l'intérieur. Pas à cause des années qui passent, mais à cause de la honte de les avoir vécues, ou pire, de ne pas savoir quoi en faire. Mais si la vieillesse n'était pas un déclin, mais un raffinement, et si vieillir était le moment où, enfin, tu commences à voir clairement ce qui était flou, et si le temps était la lentille qui enlève l'excès de la jeunesse pour révéler l'essentiel. Pense aux personnes les plus sages que tu connaisses. Celles qui parlent peu, mais disent d'âge tout. Celles qui n'ont plus rien à prouver. Celles qui portent à des cicatrices et des histoires. Celles qui ne jugent pas, parce qu'elles ont déjà été presque tout. La sagesse habite le temps, la traversée, l'accumulation, la chute, le recommencement. Mais pour cela, il faut accepter que tu ne revivras pas tout, que tout amour ne sera pas éternel, que toute opportunité n'est pas rattrapable, que tout désir ne continuera pas de vibrer. Et c'est OK. As-tu déjà remarqué que beaucoup de tes angoisses viennent de ton refus d'accepter que le temps est passé, que ta précipitation est parfois seulement la peur de t'arrêter et de réaliser qu'une partie de toi est restée derrière? Que ton besoin d'être toujours productif est, au fond, une façon de prouver que tu vaux encore quelque chose? Vieillir fait mal, pas à cause de l'âge, mais à cause de la résistance. La plus grande douleur n'est pas celle des rides, c'est de ne pas savoir où poser tout ce que tu as vécu, de ne pas savoir quoi faire de ce que tu as accumulé, en souvenirs, en blessures, en liens, en silence. C'est la peur d'être jeté, de ne plus être vu, de ne plus être nécessaire, de ne plus avoir le temps.
Et c'est là que le temps montre son autre visage. Parce qu'il enlève, oui. Mais il donne aussi. Il te donne la liberté de dire non. La maturité pour choisir ce qui compte vraiment. Le courage de ne plus quémander de l'attention. Le silence comme refuge et non plus comme punition. Tu savais que des études menées auprès de patients en soins palliatifs montrent que le plus grand regret des gens en fin de vie n'est pas ce qu'ils ont fait, mais ce qu'ils n'ont pas fait. Dans le livre « Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie » de l'infirmière Bronnie Ware, le regret principal est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre une vie fidèle à moi-même, et non celle que les autres attendaient de moi. Et peut-être que toi aussi, même si tu n'es pas au bout du chemin, tu portes déjà ce même regret. Mais voici une bonne nouvelle. Il est encore temps de changer ça. Le passage des années n'a pas à être une lamentation. Il peut être un rite, une transition, une traversée. Vieillir n'est cruel que si tu le vis comme une défaite. Mais il peut être l'inverse, le moment où tu cesses enfin de te battre contre le temps, pour marcher à ses côtés. As-tu déjà remarqué que les cycles naturels respectent le temps? Les arbres perdent leurs feuilles en automne. La peau des animaux se renouvelle. Les rivières se tarissent, puis reviennent. Rien n'essaie de paraître jeune pour toujours. Rien. Sauf nous, parce que nous sommes les seuls à avoir été conditionnés à nous sentir inférieurs parce que nous sommes réels. Mais et si, au lieu de ça, tu devenais une référence? Au lieu de cacher, tu inspirais? Au lieu de courir, tu observais? Au lieu d'effacer ton histoire, tu la partageais? Tu sais pourquoi? Parce que le monde a besoin de ça. Le monde a faim de maturité, faim de gens qui arrêtent de se battre avec le miroir, de gens qui parlent aux jeunes sans chercher à les concurrencer, de gens qui leur rappellent que le temps n'est pas un ennemi, mais un maître. Et tu peux être cette personne, même avec la peur, même avec les doutes, même avec la nostalgie de ce qui est passé. Parce que la sagesse ne demande pas la perfection. Elle ne demande que la présence. As-tu déjà pensé que peut-être ce que tu ressens n'a pas commencé avec toi? Peut-être que tes peurs ne viennent pas de ton histoire, mais d'histoires bien plus anciennes. Peut-être que la culpabilité que tu portes t'a été transmise. Peut-être que le silence qui t'habite a été appris et non choisi. Tu as grandi dans un environnement qui existait avant toi. Un sol déjà marqué par des douleurs, des croyances, des attentes. Tu as reçu une langue que tu n'as pas demandée. Tu as entendu des conseils qui ressemblaient à des commandements. Ne sois pas faible. Ravale tes larmes. Sois reconnaissant, même si tu es malheureux. L'amour, ça supporte. La famille, c'est sacré. Même quand ça fait mal. Respecte, même quand tu n'es pas respecté. Ces phrases que sont entrées en toi comme des graines. Avec le temps, elles ont formé des racines. Et aujourd'hui, peut-être sans t'en rendre compte, elles continuent de définir qui tu t'efforces d'être. La famille, c'est ça. Le premier moule. La première promesse. Et parfois, la première limite. C'est là que l'on apprend à demander la permission de ressentir. C'est là que beaucoup d'entre nous ont commencé à s'excuser d'exister. Mais personne ne nous a appris à revenir à ce début avec maturité. Soit tu romantises et tu fais comme si ça n'avait pas fait mal. Soit tu t'éloignes et tu fais comme si tout était réglé. Mais il existe un chemin du milieu. Et il commence par une décision. Arrêter de porter ce qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas besoin de reproduire ce qui t'a blessé. Tu n'as pas besoin de renier ce qui t'a formé. Tu peux, oui, aimer en conscience et choisir ce qui continue et ce qui s'arrête en toi. As-tu déjà remarqué comme certains ressentis ne collent pas à ton histoire? Des angoisses venues de nulle part, des peurs qui n'ont aucun sens logique, des réactions démesurées à des choses toutes petites. Et si ce n'était pas seulement à toi, et si c'était des échos, des mémoires émotionnelles héritées, des douleurs transmises de génération en génération,
Des recherches en épigénétique montrent que les traumatismes ne se logent pas seulement dans l'esprit, mais aussi dans le corps. Un silence imposé à une grand-mère peut se manifester en angoisse chronique chez un petit-fils. Mais si la douleur peut se transmettre, la guérison aussi. Et elle commence quand tu regardes en arrière avec un regard neuf, quand tu cesses d'attendre que le passé s'excuse et que tu commences à écrire un futur en pleine présence. Tu n'auras pas toujours la reconnaissance que tu méritais. Tu n'entendras pas toujours les mots que tu espérais. Mais cela n'empêche pas ta libération. Parce que grandir, ce n'est pas tourner la page. C'est la relire et comprendre. C'est voir ce qui a fait mal et décider de ne plus blesser avec ça. Ni les autres, ni toi-même. Être adulte, c'est choisir ce qu'on emporte. C'est distinguer ce qui a été imposé de ce qui est vrai. C'est comprendre que ton histoire compte, mais ne te définit pas entièrement. Tu n'es pas seulement ce que tu as vécu, tu es aussi ce que tu choisis de construire maintenant. Et peut-être qu'en cet instant précis, tu es face à une chance, celle de vivre avec plus de légèreté, d'être entier, pas parfait, de te lier sans te punir, de ressentir sans te censurer, de vieillir avec dignité, pas avec peur. Parce que vivre, ce n'est pas maintenir une apparence, c'est soutenir une vérité. Tu n'as pas besoin d'avoir l'air fort, tu as besoin de te sentir vivant. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être heureux, tu as besoin de trouver du sens. Tu n'as rien à prouver, tu as besoin de t'appartenir. Et au fond, c'est cela que ce voyage voulait te rappeler. Que la vie n'exige pas une performance, elle exige une présence. Que être toi-même, avec toutes les marques du chemin, c'est suffisant. Et même plus que suffisant, c'est nécessaire. Le monde a déjà assez de personnages. Ce qui manque, ce sont des personnes vraies. Tu peux être cette personne, avec ton histoire, telle qu'elle est, avec les douleurs que tu portes et la beauté que tu construis, avec le courage d'arrêter de courir et simplement être là. Parce que peut-être qu'au fond, vivre, c'est ça. Cesser d'essayer de battre le temps et commencer à marcher avec lui. Si cette vidéo t'a touché chic, d'une manière ou d'une autre, je t'invite, avec tendresse, à continuer ce chemin. Abonne-toi à la chaîne. Cet espace est fait pour ceux qui veulent ressentir plus profondément et penser plus clairement. Aime cette vidéo. Parfois, ton geste simple suffit à faire arriver ce contenu à quelqu'un qui en a besoin, maintenant. Commente, partage une phrase, une pensée, un souvenir. Ta voix transforme aussi. Et si tu le peux, envoie cette vidéo à quelqu'un qui, comme toi, attend peut-être juste un signe. Parce qu'au bout du compte, le plus grand acte d'amour, c'est se permettre de continuer, tel que l'on est, depuis là où l'on est, avec tout ce qu'on a ressenti et tout ce qu'on peut encore devenir,